Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est iWeek sur Watch TV comme tous les mardis soirs, tout simplement. On est ensemble pour une heure d'actu Apple. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale évidemment. On va pour Noël vous offrir un petit cadeau. On va se replonger dans l'année 2014 avec mes camarades que vous connaissez, ils sont deux aujourd'hui les courageux. Faut dire que forcément veille de réveillon, il faut être motivé pour faire de la télé. Alors je les remercie encore plus de leur participation. Je vais les saluer tout de suite et je vais commencer par celui que vous voyez en haut à gauche. C'est Grégoire Martinez. Ah ben non, ça c'est Gilles Dounès. Alors, d'accord. Alors, Grégoire, tu es là. Je vais commencer par toi parce que c'est ce qu'on a dit. Grégoire, l'actu techno, à la fois le magazine et puis le site. C'est ça, exactement. Tu vas bien, Benjamin ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Et toi, parle-nous un petit peu de toi là en cette. Décidément, tout va mal. C'est pas gagné aujourd'hui. Non plus. Non plus. Allez. Bon, voilà. L'actu techno, nouvelle version du site internet qui est en ligne depuis une semaine maintenant. Donc toujours l'actualité high-tech, jeux vidéo et des tests des nouveaux smartphones, tablettes, ordi. À lire sur l'actutechno.com et puis le magazine dont le premier numéro a été retiré des kiosques, donc le prochain arrive bientôt normalement. Eh ben formidable, l'actu techno, le Mac que tu as créé et c'est une sacrée performance à ton âge, puisque tu n'as que 18 ans, on peut le dire. Ouais. Bravo encore à toi. L'autre participant de cette émission, un habitué, c'est Gilles Dounès, le patron de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je vais essayer de mettre ton nom sous ton visage. C'est pas gagné. Eh ben si, ça marche, formidable. Bon, le réveillon se prépare comment de ton côté ? Gentiment, en 2 fois, un petit truc le 24 en famille et le 25 à midi en famille aussi. Est-ce que le Père Noël a prévu des cadeaux de chez Apple chez l'un de vous ? Chez moi, non. A priori pas. Et chez toi, Gilles ? Non, ça va être des accessoires photo pour pouvoir faire des prises de vue. Ah, très bien, très bien. La photo, toujours un gros succès, évidemment, à Noël. On va peut-être vous aider à faire vos cadeaux de dernière minute, mais vraiment pour les dernières 24 heures. Si vous nous suivez pour cette première diffusion, donc ce mardi soir, 20h, 21h sur Watch TV, la rétrospective de l'année 2014 pour l'univers Apple, pour l'écosystème, c'est tout de suite dans... Attends, je vais la refaire. Dans Broadcast-Time, voilà. La rétrospective de l'année Apple et de l'année de l'écosystème Apple, c'est tout de suite dans iWeek sur Watch TV. Voilà, une année Apple, alors qui a été perçue peut-être de manière un petit peu différente selon à qui on pose la question. Alors, je vais vous poser la question, d'abord une question assez globale. Qu'est-ce que cette année 2014 vous laissera comme impression et comme souvenir majeur, Grégoire ? Elle a été très longue à démarrer, puisque on a eu beau nous annoncer l'arrivée de l'iPad en Chine en mars, le rachat de Beats en mai. On n'a quand même pas eu d'annonce produit avant la WWDC. Et encore, on peut même, je pense, pousser jusqu'en septembre. Il n'y a rien eu de vraiment majeur avant septembre. Donc une année très longue à démarrer, qui s'est plutôt bien terminée, puisque l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus rattrapent en partie leur retard sur Android, mais on en reparlera. Et puis les nouveaux iPads et l'iMac Retina sont sympas aussi. Donc voilà, une année qui a vraiment été longue à démarrer, mais qui après s'est bien lancée. Ouais. Gilles, toi, quelle impression tu vas garder de cette année qui se termine dans quelques heures ? C'est effectivement un peu comme une balle liftée. On a l'impression qu'elle va jamais
qu'elle va jamais décoller, qu'elle va jamais prendre de vitesse. Et effectivement, au bout d'un moment, elle tourne, elle vrille, et puis elle finit assez vite et en général dans les pieds de la concurrence. Mais il y a un effet de manque depuis une petite dizaine d'années, un peu moins. Depuis, il n'y a plus la Macworld de janvier. On n'a plus le Special Event non plus en mars, qui était dédié aux iPads. Qui surtout présentait les SDK de iOS, le logiciel. Tout maintenant est présenté en juin pour donner un effet de masse le plus important possible à la WWDC de juin. Donc, il y a cette année qui n'en finit plus. Si jamais il n'y a pas de MacBook Pro ou de MacBook Air dans le premier trimestre. Et puis, on finit en général très fort avec les 2 versions de l'OS et puis tout ce qui a été préparé au cours de l'année qui se débrouille pour présenter, parce qu'il y a des bonus aussi, je suis persuadé de ça. Il y a des bonus à distribuer par rapport à des objectifs qui ont été fixés en début d'année. Là, tu parles des actionnaires, là. Je parle des gens qui travaillent chez Apple, des ingénieurs et des équipes qui bossent sur les produits tout au long de l'année. D'accord. Alors, on va reprendre cette année 2014, que vous avez trouvé finalement assez plate, en tout cas au début. La fin était plus exaltante. On va très simplement procéder par ordre chronologique. Je vous propose de redémarrer il y a presque 1 an. Mois de janvier. Alors janvier, historiquement, c'était le mois de la Macworld à San Francisco. Gilles, c'était l'année démarrait tout de suite très fort en général. Oui, c'était un gros temps fort, et puis tout le monde mettait sa virilité sur la table à combien, 250, 1 millier de kilomètres, Las Vegas d'un côté, San Francisco de l'autre, et les 2 écosystèmes, PC d'abord et ensuite Android ensuite, et puis Apple de l'autre à San Francisco, montrer un peu les nouveautés et la force de l'innovation de chaque écosystème. Il n'y a plus cette grand-messe, ce rendez-vous biannuel, puisqu'on a eu à une époque Macworld San Francisco en janvier, on avait Macworld Boston ou New York aussi à une époque, je crois, au mois de juillet. Et il y avait c'est ça, Gilles. Il y avait même le Japon. Oui, c'est vrai. Et Tokyo qui était en février, je crois. Oui, et retour ensuite à Paris pour finir en septembre. Avec l'Apple Expo. Avec l'Apple Expo, évidemment. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume ? Grégoire, pardon. Maintenant, on a CES Unveiled tout au long de l'année dans toutes les villes du monde. Voilà, bon, CES Unveiled, c'est pas Apple, mais voilà, c'est pas du tout ça. C'est un événement, on va dire, presse qui est censé attirer un peu l'attention avant le CES qui se déroule au mois de janvier. Qui fait les capitales du monde entier tout au long de l'année. Voilà, bon, mais ça fait la taille d'une grande pièce. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a pu être Macworld à une époque. Alors, au mois de janvier, il n'y a pas grand-chose. Grand chose comme info à se mettre sous la dent, si ce n'est les 10 milliards de dollars engrangés par l'App Store en 2013. Voilà, une sorte de bilan de l'année. C'est le bilan de l'année d'Apple qui veut montrer qu'ils ne sont pas encore complètement dépassés par Android et qu'ils sont encore loin de l'être. Puisque le grand match entre iOS et Android, c'est quand même de dire moi j'ai plus d'applications que toi et moi je dégage plus de revenus pour les développeurs que toi. A priori, pour le moment, c'est encore iOS qui gagne ces 2 matchs-là. Donc, l'occasion de donner quelques chiffres pour Apple, c'était bien l'occasion de réaffirmer cette domination. Du moins, en tout cas, sur l'Android Market. Sur le Play Store, pardon. Sur Android Market. Il y a plus trop de bataille sur le nombre d'applis, parce que c'est devenu tellement grotesque, quelque part, que c'est plus sur ça que les grands se battent. Hein. Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait encore une bataille. Hein. Ça fait 6 mois que c'est fini. Hein. Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait encore cette bataille-là. Ça fait que 6 mois qu'ils ne parlent plus d'applications. Hein, mais si tu regardes quand même, il me semble, ce sera vérifié, mais que l'ouverture de Google I.O., la conférence des développeurs de Google cette année, il y avait le chiffre des applications, le nombre d'applications dispo sur Android. Hein, et je crois qu'on a eu la même chose à la WWDC. Mais sans insister autant qu'avant, on va dire, sur les chiffres, en nombre en tout cas. Hein, c'est particulier. Oui, Gilles. C'est particulier à la WWDC puisque on parle à ces développeurs, on parle à son écosystème, on leur dit vous êtes les plus forts, on regonfle
les troupes, d'autant qu'ils ont Oui, c'est ça, et Google fait pareil avec cher. I.O. C'est sûr. Ouais, Payé, c'est sûr. payé cher le ticket d'entrée. Ce qui est particulier cette année, il y a une bascule, c'est que tout le monde, y compris la presse généraliste et la presse PC, qui n'a pas les yeux de chimène en général pour Apple et son écosystème, convient de ce que le nombre et la qualité des applications iOS pour l'iPad et pour l'iPhone est de bien meilleure qualité que ce qui peut exister sur Android, et que c'est à ce niveau-là que ça joue, en particulier surtout, pour l'iPad. Et surtout, voilà, c'est ça, la grosse différence, c'est sur les applications tablettes, puisque d'après Apple, il y avait début janvier dernier 500 000 applications optimisées pour l'iPad. Sur Android, il y a très peu d'applications qui sont optimisées pour tablette. C'est-à-dire 500 000 applis optimisées pour l'iPad. Ouais, c'est le chiffre d'Apple de janvier dernier. Il y a un an, donc d'accord. Ouais. Il y a un an, voilà, c'est ça. Mais alors que sur Android, très peu d'applications sont optimisées pour les tablettes, et en général, c'est des interfaces de téléphone zoomées sur les tablettes. Oh bah tu sais, tiens, à propos d'appli pour tablette, je peux pas ne pas faire un tout petit break pour vous confirmer la dispo sur l'App Store de l'appli Watch TV quand même pour iPhone. Je sens que Grégoire, tu as fait une bonne action. Ça c'est bien. Elle est arrivée il y a 48 heures, et si vous nous suivez sur Twitter sur le hashtag WatchTV ou iWeek, pas sur le hashtag, sur le compte WatchTV ou le compte iWeek, vous savez que cette appli est enfin arrivée. Alors on a été recalé une première fois, ça a pris un petit peu de temps, on a resoumis l'appli et là c'est passé. Donc on est très heureux parce qu'elle permet de suivre à la fois l'antenne et les émissions en direct, et puis aussi d'accéder à tous les replays, toutes les archives de Watch. Voilà, c'est ça. Non mais ça c'est Apple, il recale tout le temps. Voilà, il faut généralement passer par cette étape-là. Et une précision importante, c'est on parle bien d'une appli pour iPhone, puisque l'appli pour iPad, qui est légèrement différente et optimisée évidemment pour l'iPad, arrive dans quelques jours. Voilà, donc on espère que l'appli sera là pour le CES. En tout cas, vous pourrez déjà suivre le CES sur Watch TV si vous le voulez depuis votre iPhone. Et je précise que l'appli iPhone est optimisée pour le 6 et le 6 Plus. C'est important de le préciser. Voilà, ça marche très bien sur le 6. Voilà, et je voulais remercier moi personnellement et très chaleureusement Sam et Jérôme, le graphiste et le développeur, qui ont fait un boulot d'enfer sur cette appli. On travaille dessus depuis le mois de septembre, donc c'est le fruit d'un travail. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les canaux de diffusion de Watch. Voilà, les box, tout, vous saurez tout grâce à l'appli Watch TV sur l'App Store. Évidemment, je précise, elle est gratuite. Alors on va passer au mois de février pour vous dire qu'on va passer au mois de mars, en fait, parce qu'en février, il s'est strictement rien passé. Non, attends, Apple a lancé iTunes Radio en Australie. Voilà, excuse-moi, c'est vrai, j'ai failli l'oublier. Ouais, je pense que ça ne nous inspire pas plus, ni les uns ni les autres. Si tu permets. Ah, Gilles, mais bien sûr. Vas-y, je t'en prie. On a beaucoup reproché à Apple de ne pas être présent sur le streaming et de s'être laissé dépasser. Et en fait, là, le temps est venu avec les réseaux 4G. Il faut bien expliquer pourquoi Apple n'était pas là au départ, et s'est battu pied à pied sur la vente de morceaux à la pièce. C'est que il faut trois choses. Il faut une boutique, il faut un appareil, et puis il faut de quoi alimenter cet appareil en musique. Et on parle bien d'iTunes Radio là, Gilles. Oui. Donc on est en streaming, c'est ça. Mm-hmm. Donc l'immense avantage, pourquoi l'iPod en 2003 s'est imposé, 2001-2003 s'est imposé, c'est à cause du câble Firewire qui a été remplacé ensuite par l'USB. Donc on pouvait charger son iPod extrêmement rapidement avec toute la musique qui était contenue dans son ordinateur. Et les réseaux maintenant de 4e génération qui sont là depuis l'année dernière permettent de remplir cette fonction. On n'a plus besoin de remplir l'iPhone avec de la musique. Elle tombe directement du cloud avec les fournisseurs de streaming, c'est-à-dire les opérateurs, quoi. Les opérateurs, mais les abonnements.
Oui, C'est-à-dire, dont iTunes Radio alors. voilà, Oui, maintenant. enfin, donc c'est pour ça que iTunes c'est, Radio, excusez-moi quand même, mais c'est pas du vrai streaming. Hein. C'est-à-dire que vous n'écouterez pas comme sur Spotify ou sur Deezer la musique que vous voulez au moment où vous voulez. C'est quand même. Des Explique-nous la radios. différence, Grégoire. Spotify ou Deezer ou même Qobuz, tu vas aller sur l'application ou sur le site, tu vas dire moi je vais écouter telle chanson ou tel artiste, tu vas choisir ta chanson ou ton artiste, tu vas faire play et puis tu vas écouter ce que tu veux. iTunes Radio, tu vas avoir une série de playlists géantes entre guillemets, comme des radios choisies par Apple et diffusées par Apple. Tu ne diras pas je veux écouter ce titre-là à ce moment-là. Donc il y a une Donc c'est du il y a une streaming différence, mais pas vraiment quand même. C'est un premier pas dans le concept, et c'est bien pour ça qu'ils ont acheté Beats Music. Beats Music, et ils ont pris surtout le Lovin, j'ai plus comment, Oui, Lovin. Jeff Levin, ouais. Jeff Levin, pour son carnet d'adresses, sachant qu'il fallait renégocier tous les contrats avec toutes les maisons de disques pour pouvoir avoir ce type de service et le proposer à ses clients. Bon, on va revenir à Beats tout à l'heure parce que c'est évidemment dans le calendrier, voilà. Mais on est à la sortie de l'hiver là encore, donc on se chauffe doucement. Et je voudrais qu'on parle de l'annonce qui date du 3 mars, l'annonce de CarPlay par Apple. Et donc c'est l'arrivée on va dire quoi, d'un système qui permet d'intégrer les appareils Apple dans les voitures. C'est ça l'idée. C'est une bulle en fait. Ouais. On emporte sa bulle avec soi dans sa voiture de la même façon que AirPlay est une bulle qui est à l'échelle de la maison. D'accord. Bon, quand tu parles de bulles, concrètement, c'est un ensemble de technologies sur lesquelles les constructeurs peuvent se plugger, qui peuvent intégrer à leurs propres produits pour les rendre compatibles, c'est ça. Exactement. Et les premières voitures compatibles, on les a vues arriver au Mondial de l'Auto, justement, cet automne à Paris, et entre autres chez Ferrari qui avait intégré dans 2 de ses modèles CarPlay. C'était l'occasion de le tester. Ouais, et cette Ferrari justement, je m'en souviens très bien puisqu'elle était en démo à San Francisco en juin pendant la conférence des développeurs Apple au premier étage chez Tim Cook qui à un moment a fait le démonstrateur de CarPlay autour de la Ferrari. C'était pas mal. Qu'est-ce que ça a qu'est-ce que ça représente comme enjeu stratégique pour Apple, CarPlay et cette adoption par une grosse majorité des constructeurs mondiaux? C'est pas très compliqué. Le seul endroit dans ta journée où tu n'es pas connecté, c'est ta voiture, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone au volant de ta voiture. Et donc la voiture, c'est le seul endroit aujourd'hui. Oui, non, je te jure, il n'y a pas le droit. Et donc la voiture, c'est le seul endroit où on n'est pas connecté avec son téléphone. Et donc il y a un véritable enjeu pour les constructeurs et entre autres pour les développeurs d'iOS et d'Android, donc Apple et Google, et même Microsoft avec Windows Phone, de gagner cette bataille de la voiture pour connecter ta voiture. Et donc cette bataille, Microsoft avec Windows Phone est un peu en retrait, mais Google a lancé Android Auto et Apple... CarPlay, et tous les deux veulent intégrer nos voitures pour nous permettre de rester connectés en permanence, et y compris lorsque l'on est en voiture. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment de gagner cette bataille de la connexion tout le temps et partout. Mais ça va prendre combien de temps? Parce que voilà, c'était en mars, ça va faire un an. Le problème, c'est que voilà, il faut que le cycle de développement d'une voiture n'est pas du tout le même que celui d'un smartphone. C'est plusieurs années, hein. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup plus long, ça prend plus de temps. Surtout qu'il y a déjà des systèmes embarqués dans les différentes voitures. Chaque constructeur a son système. Ouais. Je sais pas, moi, Ferrari a son système, on en parlait tout à l'heure. Renault a son système, Peugeot a son système. Enfin, ils ont tous leur système d'exploitation et leur système de navigation. Donc, il faut rajouter par-dessus CarPlay ou Android Auto ou le système choisi. Et ça prend un temps fou. Et ça n'arrivera qu'avec les prochains modèles qui seront annoncés par les constructeurs. Mais il n'y aura pas de rétroactivité de la compatibilité. Ouais, on va rappeler quand même que donc 3 mars pour l'annonce et on va dire la concrétisation officielle de l'annonce, c'était au salon de Genève, donc à la même période. C'était le 3 aussi. Salon où on était avec Alexandre Lenoir pour une édition spéciale du garage. Je tiens à le rappeler. Voilà. Tu as autre chose à dire sur CarPlay, Gilles? Oui, il faut une continuité.
c'est un peu comme le jeu de Go, si tu veux. Il faut une continuité entre les endroits où l'écosystème est en activité pour que les gens restent dans ton environnement. Si jamais Il ne faut pas les lâcher, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, il faut qu'il y ait une continuité seamless, disaient les Américains. Sinon, les gens ne seront pas contents et vont aller voir ailleurs. Alors, j'apporterai une nuance dans la mesure où il y a un certain nombre d'équipementiers auto qui proposent des choses compatibles CarPlay, même s'il n'y a pas une intégration totale. Et pour l'instant, on en est à la musique et à la possibilité de téléphoner ou de dicter et de se faire lire des SMS, mais il y a tout un tas d'enjeux par rapport à la réalité augmentée, le guidage, etc. etc. Ouais. Grégoire, toi qui, je sais pas si tu as une voiture, c'est peut-être pas encore dans tes projets immédiats. Non, pas vraiment. Le jour où tu achèteras une voiture, est-ce que le fait qu'elle soit équipée de CarPlay t'influencera ? Franchement, non. D'accord. Franchement, non, parce que voilà, non mais il faut être honnête. Je passe mon temps avec mon smartphone dans ma poche ou sur mon bureau quand je travaille. J'ai toujours un ordinateur pas très loin, une connexion internet, donc franchement, être tranquille un quart d'heure en voiture sans téléphone. Que tu crois. Ça peut être très bien. Que tu crois. On verra le jour où tu t'achèteras effectivement une voiture. J'en suis pas convaincu. Les transports en commun vont très bien pour le moment. Ouais, d'accord. On en reparlera. Il y a eu des essais avec des Mac Mini quand il est sorti. Des essais d'environnement et d'ordinateurs de bord qui ont été tentés avec des Mac Mini. Ah. Et le résultat était assez intéressant, même si c'était des trucs de geek et du bricolage. Mais ouais. Il y a vraiment quelque chose de l'attente et vraisemblablement du marché. Tout le monde ne serait pas dessus sinon. Mm-hmm. Alors, je vous rappelle que vous regardez iWeek. On touche au but, hein, on touche à la fin de l'année. On est en train de faire la rétrospective de 2014 avant de baisser le rideau et de lever celui de 2015. Surtout à la fin de l'émission, on vous fera la liste des cadeaux de Noël qu'on veut nous, qu'il faut nous offrir à nous pour qu'on revienne l'année prochaine. Il faudra vous dépêcher parce qu'il reste très peu de temps. Surtout si vous regardez l'émission en replay, ce sera peut-être déjà même trop tard. Petite précision, si vous regardez la première diffusion de l'émission, donc en ce mardi soir, sachez que dans quelques instants, vous pourrez gagner à nouveau un cadeau offert par notre partenaire. Il en reste plus beaucoup. Hein. C'est les dernières occasions de jouer et de peut-être gagner un de ces cadeaux. Ce sera dans quelques instants. On va passer au mois d'avril. Alors, l'année semble passer assez vite finalement, mais c'est assez normal parce qu'il se passe pas grand-chose en ce début d'année. Enfin, on peut quand même dire un truc. Ouais. L'iPad 2 disparaît fin mars. Ah oui, c'est vrai. L'iPad 2 disparaît du catalogue et il est remplacé par l'iPad 4 qui, alors, c'était assez étonnant d'ailleurs parce que donc Apple, si on retourne un peu en arrière, on est en 2013. Novembre 2013, Apple annonce l'iPad Air premier du nom et conserve l'iPad 2 qui a pourtant déjà 3 ans au catalogue comme iPad d'entrée de gamme. Et puis quelques mois plus tard, donc T'as raison, mars, et tu sais quoi, j'avais juste zappé cette date du 18 mars. Ouais. Fin mars, voilà, le 18 mars, rétro-pédalage d'Apple qui dit non, on supprime l'iPad 2 du catalogue et on le remplace par l'iPad 4 qui a pourtant été supprimé du catalogue 5 mois plus tôt. Donc on remplace l'iPad 2 par l'iPad 4. Je sais pas si Gilles a tout compris. Si, il faut revivifier la gamme qui commence à vieillir. Ça, voilà. L'entrée de gamme qui commence à vieillir par rapport à la meute des poursuivants qui arrive avec une proposition de valeur qui est pas à la hauteur en termes de logiciel, hein, toujours. Mais au moins sur la fiche produit, il y a des choses bon marché et tout à fait équivalentes et supérieures à l'iPad 2. Il y a autre chose en mars, c'est le départ de Peter, l'annonce du départ de Peter Oppenheimer. Voilà, alors alors il y a pas de portrait de Gilles aujourd'hui parce qu'on fait une spéciale rétrospective, mais quand même tu peux nous rappeler qui est et qui était Peter Oppenheimer pour Apple. C'est le grand argentier en fait. C'est lui qui a pris la suite de Fred Anderson, qui avait remis sur pied financièrement Apple depuis le retour de Steve, qui a dû Fred Anderson, qui est parti pour une sombre histoire
stock option antidaté, qui a dû donner sa démission, et Peter Oppenheimer, qui était son second, a pris le relais, et c'est lui qui met sur les rails Apple dans la configuration qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la plus grosse capitalisation boursière. C'est pas seulement, oui, enfin, il l'a accompagné, mais c'est pas vraiment grâce à lui. Il faut, bon. Non, c'est grâce au travail des ingénieurs, etc. Mais s'ils avaient fait n'importe quoi au niveau financier, ils n'en seraient pas là. C'est sûr. Mais il était là au bon moment aussi, il faut dire. Il était là au bon moment, mais il y a toujours les meilleurs au bon moment chez Apple, sinon il ne reste pas. Quoi. C'est vrai, donc tu as tout à fait raison, Grégoire. 18 mars, c'est donc effectivement une sorte de jeu de chaise musicale dans la gamme iPad. Hein. C'est le premier mouvement en termes de matériel de 2014. Hein. Exactement, puis après il faudra attendre encore un peu de temps pour avoir le suivant. Mais oui, non, c'est le premier mouvement, effectivement. Alors, à propos d'iPad, d'ailleurs, les Chinois peuvent... ont droit à l'iPad. Voilà, ont droit de dépenser les yuan pour acheter un iPad à partir du 1er avril 2014. Le 1er avril, date importante pour Apple, n'est-ce pas ? Un iPad 4G, il faut préciser. Oui. L'iPad traditionnel était déjà en vente. Hein. C'est vrai, LTE à la mode chinoise. Alors, le deuxième mouvement en termes de matériel, c'est pour le 29 avril 2014, c'est la mise à jour du MacBook Air. Oui, dont on s'était quand même bien moqué à l'époque, puisqu'il faut rappeler que c'est-à-dire elle était quand même assez ridicule, cette mise à jour. Celle du mois d'avril, tu veux dire ? Oui, la mise à jour du MacBook Air en avril, c'est une baisse de prix. La seule chose qui était vraiment intéressante dans cette mise à jour, en fait, c'était la baisse de prix de 100 € de tous les modèles. C'est-à-dire que le MacBook Air 11 pouces qui était à 999 € passe à 899 € et le MacBook Air 13 pouces qui était à 1099 passe à 999 €. Après, on a très peu de changements. On a juste un processeur dont la fréquence est légèrement modifiée, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui change. Et c'est pas non plus anodin par rapport à une montée en puissance des netbooks. On le voit toujours maintenant, qui s'insère entre le MacBook Air et puis les iPads, et puis surtout sur le marché de l'éducation, où Apple a une grosse carte à jouer et compte beaucoup. Or, il faut absolument rester présent sur toutes les possibilités, soit le netbook, soit la tablette, et avoir une offre attractive. Quoi. Mais objectivement, Grégoire, peut-être surtout, est-ce que tu connais un concurrent véritable au MacBook Air ? Il y en a, oui, il y en a. Après, tout est question de goût. C'est-à-dire que un MacBook Air, c'est sous OS X et un Ultrabook, ça va être sous Windows. Donc évidemment, si vous voulez un device sous OS X, il n'y a pas de concurrent au MacBook Air, non, ça c'est sûr. Tu dis OS X, toi ? C'est OS X. Ah, c'est OS 10 ? J'ai toujours dit OS 10, moi. Ouais, OS 10, OS X. HP, oui. Oui, Gilles, donc, pardon. Non, je te taquinais, Grégoire. Mais moi, j'ai toujours dit macOS 10 à l'époque et OS 10. Je dis OS X. OS 9, mais si vous êtes prêt à basculer sous Windows, des concurrents, il y en a. Oui, il y a des très bons ultrabooks haut de gamme au prix d'un MacBook Air. Chez qui chez je sais pas moi, chez Samsung, chez qui est-ce qui fait des beaux ultrabooks Gilles a pas compris. Samsung fait des beaux ultrabooks au design légèrement inspiré, il faut bien l'avouer, mais c'est le cas de tous les ultrabooks. Non, Samsung, sinon Asus, Asus fait de très belles choses. Tu voulais parler de HP, Gilles ? Oui, ils ont un truc qui ressemble comme de gouttes d'eau. Un truc au design. Oui, au design du MacBook Air, qui doit tourner, qui doit être fabriqué tout à fait correctement et de bonne qualité. Le seul problème, c'est ce qu'il y a dedans. Et puis il y a un certain nombre de Chromebooks aussi qui sont en concurrence, au moins sur les étagères. C'est vrai. Après, sur les usages, on peut en parler, mais... Quand même si cette mise à jour du MacBook Air était décevante à l'époque, ça reste quand même une bécane assez formidable à utiliser, Grégoire. Ah oui, ça reste une très belle machine. Alors moi, j'en ai pas personnellement, j'ai un MacBook Pro, mais... Moi, j'en ai un. Oui, je sais, mais t'as plus de MacBook Pro, donc c'est ça, voilà. C'est ma machine de secours, on va dire. C'est ça. Non, mais c'est une très très bonne machine de secours. Hein. Il est là. C'est une luxe. très bonne machine. C'est du luxe, tu dis, Gilles ?
Oui, c'est une bouée de secours de luxe. Oui, je suis d'accord. Mais oui, c'est sûr. Mais je pourrais pas être sur autre chose qu'un Mac, moi, tu sais. Donc voilà, il fallait bien que je prenne. C'est quand même, ça reste quand même le moins cher Dès que hein, c'est plus de un la Mac, gamme. Benjamin, ça lui va plus. Il est perdu hein. Quand il faut installer une vidéo sur une Surface Pro, ça, je dis rien. Mais bon. T'es pas censé me vendre comme ça publiquement. C'est vrai que j'étais en train avant le début de l'émission d'essayer d'installer une vidéo sur un iTunes lui-même installé sur une Surface Pro 3. Avec plus ou moins de succès, dirons. Voilà. Non mais c'est une expérience intéressante. C'est Un challenge. voilà, c'est un challenge exactement. Bon, on va continuer l'année. Alors le mois de mai, il y a qu'un seul événement, mais il est important. Même si à l'époque on n'a pas forcément compris pourquoi. C'est l'acquisition de Beats Music par Apple. Alors les casques évidemment, mais pas que les casques. C'est l'acquisition du siècle. Depuis, il y a 25 € en carte cadeau d'offert pour le Black Friday sur les casques Beats. Ça, c'est franchement. C'est énorme. C'est pas beau, hein. Bon, on a tous été. Alors, il y avait des rumeurs déjà qui circulaient, mais on a tous été un peu surpris quand même parce que les casques Beats n'ont pas la réputation d'être de bons casques. Ils ont beaucoup de succès. Ils ont beaucoup de succès d'un point de vue marketing, mais c'est pas les casques des audiophiles. Non, ça. c'est Non, du mais gros voilà, son. c'est pas qu'ils sont, c'est pas des bons casques, c'est qu'ils ont une qualité audio. Enfin, ils ont des ajustements et des balances audio qui ne sont pas forcément les meilleurs pour écouter de la musique pour les audiophiles. Maintenant, il y a des gens qui adorent écouter, qui adorent se faire péter les oreilles avec des basses, hein, pour parler clairement. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Après, chacun écoute la musique qu'il veut. Hein. Gilles, toi, t'as un casque audio de référence? J'ai un vieux Philips pour faire la conversation avec vous. Quoi, mais... J'ai cru que t'allais dire un vieux Philips pourri, excuse-moi. Non, c'est-à-dire, je vais tout te dire. Il y a l'oreille gauche qui se fait la malle, D'accord. qui tombe en permanence. Mais Ah, donc on sait ce qu'on peut t'offrir pour Noël alors. éventuellement. C'est ça. Bon, non mais sérieusement, les casques Beats, ok, c'est un style, c'est une mode. Après, c'est clairement pas ça qu'Apple a voulu acheter, surtout à ce prix-là. Non, ils ont racheté Beats Music. Ils ont racheté Beats Music, le service de streaming, et ils ont aussi racheté l'équipe. L'équipe qu'il y avait à la direction de Beats. Ouais. Dr. Dre. Voilà. Dr. Dre. Dr. Dre qui a Jimmy, commencé je sais plus très comment il fort. s'appelle. Vas-y. Mais voilà, l'idée c'était de racheter à la fois le service de streaming et l'équipe de direction de Beats et les ingénieurs. Ouais. C'est le carnet d'adresse de Jimmy Iovine, parce que c'est lui, il faut savoir que c'est lui qui avait aidé Jeff Levine. au départ. Non, c'est pas Jimmy, c'est Jimmy ou Jeff? C'est Jimmy. C'est Jimmy. Bah voilà, autant pour moi, j'ai dit Jeff tout à l'heure. Tapez-moi sur les doigts, allez-y. Mais on peut rien faire. À distance, il joue sur le vélo. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est le service de musique, c'est les dit... contacts. Ouais. Oui, il avait aidé Steve à boucler son tour de table et à signer des accords avec les majors du disque, qui étaient extrêmement réticentes, qui étaient en train de s'étouffer elles-mêmes avec leur refus de lâcher le catalogue et de faire quelque chose de cohérent par rapport au piratage et à la musique en ligne. Et donc c'est lui qui a aidé Steve à les raisonner et à faire un pari. D'abord uniquement sur macOS 10, oui c'est ça, il y avait macOS 10 en 2003, et ensuite à étendre l'expérience avec Windows. C'est là où ils sont remis à gagner de l'argent, enfin, à vendre des morceaux. Et donc quand il a fallu refaire des accords et redécider les majors à s'asseoir à la table et surtout à signer, Tim Cook et surtout Eddie Q, qui est Monsieur Service. Ouais, Monsieur Service, ouais, c'est vrai. Chez Apple, ils ont racheté pour ce qui semblait étonnant, surtout c'était la somme Rappelle-nous, on compte en milliards. Hein. 3 milliards de dollars, c'est quelque chose d'absolument énorme. Quoi. Ce qui a fait d'ailleurs de Dr. Dre, je crois, l'artiste le mieux payé au monde, enfin, qui a engrangé le plus d'argent en 2014. Rappeur, oui. Ouais. Il y a une vidéo virale qui a circulé où il avait été pris. Il faisait la fête avec ses copains, il était
relativement plein de bière et il disait le milliard. Oui, les casques Beats, c'est en fait le système de vente de l'iPod où on n'a pas forcément le meilleur matériel, mais on a une esthétique qui est sympa et on le fait porter par des vedettes. Et du coup, on le fait adopter par The Rest of Us, quoi. Grégoire, Beats, autre chose ou on passe à... Oui, non, enfin, le bilan, c'est Apple a payé 3 milliards son arrivée dans le streaming, quoi. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Hein. On verra bientôt si ça les valait vraiment ou pas. C'est pas la première fois qu'il faisait l'avenir nous le dira. Ouais. Qui faisait un gros truc dans le gros son avec je sais pas si tu te souviens, l'enceinte iTunes. Oui, bien sûr, l'énorme enceinte iTunes, bien sûr. Que Steve avait vendu comme audiophile et qui en fait, c'était du gros son, quoi. Je l'ai jamais entendu marcher, cette enceinte. Mais t'as rien raté a priori. Non, ça fait partie des objets collector qu'on aurait dû acheter à l'époque parce que ça doit valoir très cher maintenant. Oui. Oh. Enfin bon. Comme la fameuse oreillette Bluetooth Apple, tu sais. C'est ça. Ouais. Voilà. Bon, si tu veux, on peut t'offrir un Newton pour Noël, Benjamin. Merci Grégoire. Écoute, c'est un appareil que j'aimais beaucoup, donc... Ce sera un joli cadeau empoisonné. Je serais très touché. Bon, avant d'aborder la suite de l'année 2014, et notamment le premier gros morceau, puisqu'on va parler de la WWDC, on va faire un tout petit break pour vous faire gagner un cadeau si vous nous regardez lors de la première diffusion de l'émission, et donc le mardi entre 20h et 21h, c'est l'heure de retrouver notre partenaire. Voilà, le jeu Moby, alors encore un cadeau, oui, que des cadeaux. Vous le connaissez maintenant, ce Magic Charger, voilà, c'est le chargeur à induction de Moby. Alors, le système, il est simple, hein, dans la boîte. Vous avez, je vais vous la sortir parce que c'est quand même mieux. Tiens, tu peux parler, Grégoire, pendant que je sors parce que en fait c'est une nouvelle boîte. Bon, je vais pas la sortir. Je vais pas la sortir. Je vais essayer de vous expliquer comme ça. Vous voyez, ça c'est la Magic Mouse Apple. Hein. Elle marche avec 2 piles qui s'usent assez vite. Je sais pas si vous avez des piles dans vos souris. Alors moi non, parce que j'utilise pas de souris externe. Mais... Non. Moi non plus. D'accord, donc je suis le seul de vous deux à avoir une Magic Mouse, donc voilà, 2 piles qui s'usent assez vite, et c'est vrai que le budget pile d'abord devient vite assez conséquent, et puis on est toujours en panne de piles le jour où on n'en a plus, généralement un dimanche après-midi quand c'est pas pratique, donc le Magic Charger vient remplacer les 2 piles, c'est un petit chargeur voilà, qui se met une fois pour toutes, qui ne bouge plus, et après il suffit de poser la Magic Mouse sur le socle fourni dans cette boîte pour recharger le chargeur qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc on n'est jamais à court de batterie. Un petit gadget très très sympa qui va vous faire des économies et donc qu'on met en jeu aujourd'hui. Alors pour une fois c'est vous qui allez trouver une question, les garçons. Lequel de vous deux a une question qui pourrait servir au jeu Moby d'aujourd'hui? Moi j'en ai une moi. Ah alors vas-y, pour une fois Grégoire, c'est toi qui poses la question. Je précise que pour jouer c'est donc uniquement pendant la première diffusion de l'émission en ce mardi soir 23 décembre. Il faut absolument utiliser Twitter avec les 2 hashtags iWeekTV et Moby, M-O-B-E-E. À toi, cher Grégoire, pour la question. Une question qui concerne l'année d'Apple, peut-être ? Ouais, d'accord. Donner la date de la keynote d'annonce de l'Apple Watch. Ah, c'est bien ça. La date exacte et le lieu, tiens, le lieu aussi. Oula, le lieu. La ville, tu veux dire, ou le lieu ? Oui, la ville. Date exacte et ville. D'accord. Allez. Date exacte et ville de la keynote de l'Apple Watch. Oui. Voilà, le premier qui a la bonne réponse sur Twitter avec les 2 hashtags iWeekTV et Moby remporte ce Magic Charger de Moby et on sera très heureux de faire un heureux. Voilà, à tout de suite. Voilà Gilles, suite de cette iWeek, un peu de clôture de l'année qui nous permet de repasser le fil de 2014.
Voilà, faire le bilan, Grégoire, tu as raison, c'est dit de manière plus synthétique, faire le bilan de l'année 2014. Alors, on va donner une première date de keynote, c'est pas encore la bonne réponse au jeu, mais c'était le 2 juin dernier, c'était la conférence mondiale des développeurs Apple à San Francisco, et ça a été une belle keynote. Hein, Oui, clairement. iOS 8, Yosemite, voilà. Qui s'appelle d'ailleurs, je tiens à le préciser, Benjamin, Apple annonce OS X Yosemite et pas OS 10 Yosemite. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça tout à l'heure. J'ai dit ça là à l'instant. Je me suis fait reprendre sur OS X et pas OS 10. Et ben voilà, tu vois. Chacun son tour. Voilà. Je crois que ça m'est jamais arrivé de dire OS X, tu vois, donc. Mais Apple annonce OS X Yosemite. Voilà, je suis en train de. D'abord, c'est ça de lire ces feuilles, et puis je suis en train de me faire avoir et moi aussi de faire comme tout le monde. Donc ça a été une belle keynote. C'est vrai que tu le disais, Gilles, c'est un rendez-vous qui est dédié aux développeurs et qui sert généralement pour que les développeurs préparent l'arrivée des matériels du mois de septembre et de la rentrée. C'est ça, hein? Des logiciels, en fait. Oui, enfin, préparent leur logiciel, adaptent leur logiciel au matériel qui va arriver. Et à la nouvelle version de l'OS, qui en général, c'est un des points forts d'Apple, les systèmes d'exploitation ont une rétrocompatibilité, c'est-à-dire la compatibilité avec un matériel plus ancien qui est très importante et qui est sans équivalent par rapport aux autres constructeurs. C'est vraiment quelque chose de très important chez Apple et une de leurs forces de leur écosystème. Je trouve que c'est quand même de moins en moins vrai, c'est-à-dire que par exemple avec iOS, et quand on regarde les compatibilités avec les iPhones, ça s'arrête souvent maintenant à l'iPhone 5 voire au 5S qui est quand même un iPhone hyper récent. Hein? Le 4S. Tu parles d'iOS 8 là? Oui. Non, mais je parle des applications. Je parle de pas mal d'applis en fait, ouais. Ça dépend de la façon de travailler. Les dernières mises à jour d'applications, pour la plupart, sont pas compatibles avec le 4S. Hein. C'est ça. Ça dépend de la façon de travailler des développeurs. Et puis, il y a le cas particulier de l'écran qui change. Et donc, c'est du travail supplémentaire d'adapter l'interface à cet ancien écran, cette ancienne taille d'écran qui va disparaître. Ouais, quand tu parles d'écran qui change, tu parles de la résolution qui augmente en fait. Hein. Voilà. La taille d'écran qui change même, Benjamin. La taille d'écran, oui, c'est ça. La taille d'écran et la résolution. Oui, c'est ça, entre le 4S et le 5. Ouais. Là, il y a eu un truc extrêmement important, c'est deux nouveaux terrains de jeu pour Apple et pour ses concurrents qui sont ouverts. C'est la santé, sur lequel... attends, on n'y est pas encore, hein. Mais c'était... Ah oui, tu as raison, bien sûr. On présente un SDK pour HealthKit, donc, et un autre pour la maison, qui est HomeKit. On avait même parlé avec de tes amis. Absolument. On avait fait. Alors, si vous l'avez raté, on avait fait une émission passionnante avec Jacques Gauthier, qui est un spécialiste de la domotique, qui nous avait rejoint en duplex de Pau, et on avait passé une heure vraiment formidable avec lui à débroussailler ce monde de la domotique qui est franchement pas simple, mais on s'est rendu compte des enjeux qui sont énormes, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'Apple est en train de mettre le pied dans plein de domaines aux enjeux monstrueux, la santé, la maison, la banque avec Apple Pay, on va en reparler. Stratégiquement, ça a été une année 2014 hyper importante, et sans doute que 2015 va concrétiser tout ça, hein. Tout à fait. Mais Apple Pay, on attend des arrivées sur d'autres marchés que les États-Unis. Santé, il y a encore quelques petites améliorations à faire, mais bon, c'est déjà une app qui est assez aboutie. Et puis surtout, HomeKit, maintenant, dont on attend de voir véritablement l'intégration dans iOS, puisqu'aujourd'hui, ça reste encore réservé aux développeurs. Ouais. Que l'écosystème, que les gens de l'écosystème s'en emparent. Oui, c'est ça. Surtout tout l'enjeu de le présenter en juin aux développeurs qui sont là et aux fabricants ensuite fabricants d'appareils. On parle d'Internet des objets. En fait, c'est un contresens à mon avis. C'est l'Internet des applications.
et c'est à Apple qu'on le doit. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure de CarPlay et de la latence, finalement, entre l'annonce de CarPlay et son arrivée dans les voitures. C'est vrai que le cycle de développement d'une voiture est très très long. D'une certaine manière, quand on touche à la maison, c'est des cycles moins longs, mais quand même. Là, on parle d'une annonce qui date du mois de juin. On est quasiment en janvier. Donc, c'est pas délirant. C'est pas délirant de ne pas encore avoir de concrétisation massive. Ouais, mais là, pour le coup, tu vois, je pense qu'on n'est pas tant sur un retard des développeurs, mais peut-être plus. Tu arrêteras de couper la parole à Gilles, Grégoire. Attention, on te surveille. C'est pas bien. Non, mais si tu veux, je pense que là, on est plus sur Apple qui voulait privilégier HealthKit pour la sortie d'iOS 8, peut-être un peu au détriment de HomeKit, et qui maintenant se concentre sur HomeKit, parce que HomeKit était peut-être moins attendu et en tout cas avait moins besoin d'arriver tout de suite, on va dire, alors que HealthKit, ça va de pair avec l'Apple Watch, donc il fallait que ça arrive. Absolument, ouais. Mais l'écosystème était plus abouti. Les bracelets sont là depuis 2 ans, 3 ans, commencent à être là. C'est la Withings. Oui, on teste l'Activity, qui est formidable, mais moi j'ai des petits problèmes d'aiguille. Je ne sais pas si c'est ton cas, Grégoire. Aiguille, c'est-à-dire j'ai déjà calibré 3 fois mes aiguilles pour avoir la bonne heure. Ah non, moi jamais. Bon, nous en reparlerons. Oui. Et donc, le temps était... comment dire, le concept de HealthKit était beaucoup plus mûr, beaucoup plus abouti que celui de la maison, où c'est surtout le chauffage, la maîtrise de l'énergie qui est importante, tant en Europe, en France qu'en Californie, parce qu'ils ont des problèmes d'électricité qui sont démentiels avec la sécheresse. Donc ils ont la maturité du marché potentiel était beaucoup plus avancée pour HealthKit, et donc il a fallu présenter HealthKit et mettre l'accent. Et puis, comme l'a dit Grégoire, il y avait l'Apple Watch, ouais, qui est le bébé vraiment de Tim Cook, au même titre que l'iPod a pu être celui ou l'iPhone ont pu être ceux de Steve Jobs. Alors ça nous emmène, quand même, avant d'avancer dans le temps, il nous reste que 10 minutes pour le reste, donc il va falloir qu'on soit hyper efficace. On a fait la partie la moins importante de l'année. Voilà, mais bon, on va quasiment arriver en septembre, donc on va réussir à s'en sortir. Juste un mot, Yosemite, est-ce que vous êtes tous les deux passés à la dernière version d'OS 10 ? Oui. Sans problème ? Aucun. Grégoire, dis-nous, ouais, intéressant. Le Wi-Fi qui n'est toujours pas au top, on va dire. C'est un problème, ça, quand même. Ça c'est un vrai problème, à mon sens. Il y en a déjà eu. Bon, ça rentre dans l'ordre un peu plus tard, mais... Oui, sauf que le problème du Wi-Fi, c'est que tu l'utilises... Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise tout le temps, puisque je ne suis jamais connecté en Ethernet. J'utilise tout le temps le Wi-Fi, donc quand tu l'utilises tout le temps, forcément, quand ça plante, ça t'embête méchamment. Et puis, il y a quelques applis, entre autres. Alors, l'appli mail, on peut saluer. L'application mail, c'est bien amélioré, mais il y a encore du travail. Ouais. Moi, je suis encore sous Mavericks, j'avoue. Mais pour des raisons de compatibilité, on a tellement de matériel ici qui a besoin d'être... on va pas prendre de risques inutiles en passant à Yosemite trop vite, même si ça fait... on a quelques mois de retard. Voilà, ça marche à peu près. On va attendre encore un petit peu. Gilles, on va passer à la suite de l'année. Alors on va se propulser au mois de juillet, parce que. Ouais, c'est ça. Faut dire un petit truc du mois de juillet quand même. Voilà, le MacBook Pro Retina. Mise à jour du MacBook Pro Retina. Bon, là encore une mise à jour mineure, comme le MacBook Air la fois précédente, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une grosse mise à jour. Voilà, donc une mise à jour du processeur, mise à jour des quantités de mémoire vive aussi, si je me souviens bien, et les prix qui restent inchangés, je crois. Baisse pas une lichette, je sais pas. Mais en tout cas, on fait un procès à Apple sur ses mises à jour et sur son... Ah si, pardon, autant pour moi, une baisse de prix de 100 €. Ouais, ce qui n'est pas toujours bon à prendre. Comme le MacBook Air, en fait. Tous les Macs ont baissé 100 €. C'est de 10 à 5% en fonction des modèles.
Apple est dépendant de son fondeur, qui est Intel, est dépendant de sa roadmap. Donc, Roadmap, Intel, c'est l'agenda, quoi, prévisionnel. Et Intel est en retard comme chaque année. oui, mais on touche aux limites de la physique là, avec des finesses de gravure de plus en plus minimalistes, et donc il faut trouver des solutions pour que qu'il y ait le moins de fuites possible sur les portes logiques, etc. Et on a bon espoir pour la génération suivante, là, puisque pour la première fois, on anticipe encore, l'iMac 27 a une option à 4 GHz, ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait jamais vu en fait. C'est vrai. Bon, on va passer à la rentrée de septembre avec... La réponse à ma question. Voilà, sans doute la plus belle keynote d'ailleurs de l'année, hein. Oui, très belle keynote, parce que dans un lieu exceptionnel, déjà, il faut savoir qu'Apple, on était habitué depuis un certain temps à des keynotes minimalistes, j'ai envie de dire, dans l'auditorium de Cupertino, par exemple, qui est quand même assez restreint, où Apple peut inviter très peu de monde. Et là, ou plus souvent au Yerba Buena Center de San Francisco, qui est une salle un peu plus grande. Ils sont pas allés depuis longtemps à San Francisco pour une keynote. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça fait bien un an qu'ils y sont. Bah ouais, c'est vrai. Il y en a une par an ou deux même. Donc on va rappeler que ça a été Apple a retrouvé un lieu historique, parce que c'était la salle qui avait servi à la présentation du Macintosh en 84. Exactement. Et de l'iMac. Et de l'iMac. Et de l'iMac de 98. Absolument. Et celui de 99, qui était l'année suivante, et qui a définitivement sauvé Apple en le propulsant sur le marché de la vidéo. Ouais. C'est ça. Donc l'info de la keynote, bien sûr, c'est Apple et YouTube qui sortent Songs of Innocence. Non, pardon. Non, l'info de la keynote, c'est Apple qui dévoile les nouveaux iPhones, donc l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, et la montre connectée qui va avec l'Apple Watch. Donc iPhone 6 et iPhone 6 Plus, des écrans plus grands, processeurs plus puissants, iOS 8 intégré. On rattrape une partie du retard, Apple rattrape une partie du retard qu'il pouvait avoir sur les téléphones Android, avec justement ces grands écrans qui, moi on me pose souvent la question, mais qu'apporte l'iPhone 6 de plus ou l'iPhone 6 Plus en plus? Et ma réponse, c'est l'écran plus grand. On me fait quoi, c'est tout? Oui, mais pour moi c'est déjà énorme, parce que l'écran c'est ce dont on se sert le plus, et quand on travaille sur un téléphone, avoir un grand écran c'est bien pratique. Donc voilà, ces grands écrans qui permettent à Apple de reprendre, au moins de revenir au niveau d'Android. Et puis l'Apple Watch, bien sûr, la montre connectée d'Apple, qui est dévoilée en avant-première avec une annonce de commercialisation pas avant début 2015. Ouais. Mais on dit, comment dire? C'est la keynote qui a fait le plus rêver quand même, hein. Oui, et puis Apple Pay aussi, autant. Oui, et Apple Pay, bien sûr, énorme stratégiquement, bien sûr. Et puis surtout, c'était une belle keynote aussi, alors par ses annonces évidemment, mais aussi par ceux qui sont venus parler sur scène. C'est-à-dire que pour la première fois, c'était déjà le cas à la WWDC, mais on sentait vraiment qu'ils prenaient possession de la scène, que ce soit Tim Cook ou que ce soit Craig Federighi ou même Phil Schiller, tous étaient vraiment à l'aise sur scène, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais. Gilles, je suis pas d'accord. Ils ont fait le show, c'est des vieux routiers, hein, mais effectivement, ils sont plus à l'aise parce qu'ils montrent le premier produit de l'ère post-Steve Jobs, le vrai produit. Le Mac Pro était quelque chose de l'héritage, de la dédicace. Là, c'est vraiment le vrai produit de l'ère post-Steve. Et, tu penses que la montre, il y avait même pas d'ébauche ou de... Si, il y avait des ébauches. À son époque? Sûrement des ébauches, mais abouti comme ça... non, oui, sans doute pas. C'était juste un projet comme ça, sur le papier, un axe stratégique sur lequel il savait qu'il devait être. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais voilà, tu disais qu'effectivement c'est l'annonce qui a définitivement installé cette équipe avec les deux visages maintenant les plus familiers, Tim Cook et Craig Federighi. Oui, Air Force One. Air Force One comme les cheveux, comme avec un H. Voilà. Et puis du coup, dans la foulée, le 22 septembre, on a les premiers chiffres de vente des iPhone 6 et 6 Plus qui ont 10 millions.
10 millions d'unités dès En le un premier week-end, week-end. ouais. Le Alors, premier week-end. pour l'écran de l'iPhone, c'est toujours pareil. Apple ne va sur une avancée sur laquelle ne marche sur les brisés des autres que s'il peut apporter une solution. Et ils étaient coincés par rapport à la taille de l'écran. Là, ils ont trouvé le truc pour pouvoir, toujours avec le pouce, utiliser toute la surface de l'écran, aller jusqu'en haut, en rabaissant, Ouais. en descendant. Enfin, ça, moi, je m'en sers jamais. Hein. Je sais pas, toi, Benjamin, avec un iPhone 6, je sais pas si tu t'en sers. Moi, je m'en sers jamais. Hein. Si, je m'en sers. Absolument. Avec Parce l'iPhone qu'il 6 faut quand même- il y a quand même- Non, une le chose 6 Plus, c'est impossible. Ah oui, moi, j'insiste. j'insiste. Mais il y a une chose qu'on peut reprocher pour moi à iOS sur ce point-là, c'est que Android, tous les boutons de navigation sont en bas de l'écran. Hmm. Donc très facilement accessible. Sur iOS, c'est le contraire, tous sont en haut de l'écran. Hmm. Donc forcément, ça complique un peu les choses sur un grand Il écran. faut mettre l'iPhone un peu en biais dans le. C'est ça. C'est sûr, mais c'est quand même plus pratique sur Android où on a tous les boutons qui sont en bas de l'écran. Les amis, je ne veux pas vous presser, mais il nous On reste, passe à octobre. il nous reste 1 minute 30 pour couvrir la dernière keynote. Alors, on va forcément devoir aller un peu vite. Normalement, vous êtes déjà au courant, donc c'est pas très grave, mais quand même, C'est ça. voilà, le dernier événement marquant de l'année, c'était le 16 octobre. Ça fait quand même déjà 2 mois et demi. C'était la 3e et dernière keynote de l'année. A priori, il n'y en aura pas avant 2015, hein, Oui, non, là, je pense qu'on peut dire sans trop qu'on prendre de peut- risques. On peut dire qu'il y aura eu 3 keynotes dans l'année. C'est pas énorme finalement. Mais elles ont été bien charnues chacune. Oui. Et donc mi-octobre, on a eu droit À l'iPad R2, Voilà. au lancement officiel À de l'iMac. l'iMac 5K quand même, Retina. L'iMac Oui, qui 5K était et énorme. une mise à jour de l'iPad mini. Voilà. Voilà, donc plein de mises à jour, plein de mises à jour alors que ce soit donc l'arrivée d'OS X Yosemite pour le grand public, puis surtout donc l'iPad R2 et l'iMac Retina, donc un iMac Retina en modèle 27 pouces uniquement avec un superbe écran, Gilles l'avait testé, et puis l'iPad R2 Ouais, qui est encore plus fin et encore plus performant, et Ouais. qui fonctionne pour l'utiliser depuis 2 mois très très bien. Ouais. Et j'ai aussi l'iMac 5K en ce moment. C'est vrai que c'est assez. Waouh, l'écran est assez. À couper le souffle, comme on dit, hein, Gilles. Oui, breathtaking. Ouais, breathtaking, exactement. Bon, allez, un mot de conclusion de votre part à tous les deux sur 2014. Allez, en une phrase, pour la résumer, vous diriez, Grégoire, Une belle année. Gilles. Une très très belle année avec le décollage du service surtout. Ce qu'Apple avait fait sur le logiciel pendant la décennie précédente, là il se prépare à le faire avec le service, tous azimuts, et c'est là la différenciation par rapport au reste, quoi. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous dans iWeek comme d'habitude, et merci à toi Grégoire d'avoir participé une nouvelle fois à l'émission. C'était un plaisir de passer cette année avec vous deux. Je pense aussi à tous les copains de la bande, Élie, Guillaume, Fred, Eddy, Jean, Christophe, Bernard, Pascal, voilà, et puis tous les intervenants qui sont passés dans l'émission, dont évidemment Jacques Gauthier, dont je vous parlais tout à l'heure. Ne manquez pas cette émission sur la domotique qu'on avait diffusée dans iWeek sur Watch. Merci beaucoup de votre fidélité. Très joyeux Noël. La semaine prochaine, ce sera les meilleurs moments de l'année 2014 dans iWeek, et puis on se retrouvera début janvier avec une grosse actu, évidemment, depuis le Las Vegas. Tiens, d'ailleurs, à propos de Las Vegas, regardez à quoi ça va ressembler. Le CES, c'est dans une quinzaine de jours maintenant. Voilà, donc ce sera à suivre sur Watch TV en direct du 6 au 9 janvier, en direct de Las Vegas. Salut à tous les deux, salut à tous, et très bonne soirée sur Watch. Bonne fête, salut, à bientôt.
Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.